Emma Pérez Lafont-Hogenbosen est une étudiante à Toulouse. Elle est à la fois française et néerlandaise. Elle a décidé de travailler sur l'histoire de KLM, la compagnie royale néerlandaise. Elle essaye de comprendre comment la plus vieille compagnie au monde est encore en service 100 ans après sa création. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous parler de la compagnie aérienne royale néerlandaise KLM. Créée en 1919, elle est la plus vieille compagnie aérienne au monde à être encore en service, puisqu'elle a survécu à toutes les autres en évoluant pendant 100 ans sans discontinuer. Véritable porte-drapeau pour les Pays-Bas, elle témoigne d'une histoire très riche et incarne tous les enjeux nécessaires au développement d'une compagnie aérienne dans le marché régional, européen et surtout mondial. Durant cette présentation, je m'appliquerai à vous faire découvrir ou redécouvrir cette compagnie qui, même si elle est âgée de 100 ans, n'a pas pris une seule ride. Donc, welcome on board en goede vlucht met ons, comme nous pourrions le dire en néerlandais. Ainsi, je vais aujourd'hui vous présenter une histoire de la compagnie aérienne KLM. Vous en avez peut-être entendu parler, la compagnie porte-drapeau néerlandaise KLM a fêté en octobre dernier son 100e anniversaire, ce qui en fait la plus vieille compagnie aérienne au monde à être encore en service, puisqu'elle l'est sans discontinu depuis le 7 octobre 1919. Retracer 100 ans d'histoire en gardant un réel intérêt et l'ensemble de l'auditoire est un réel défi que je me suis employée à réaliser afin que vous puissiez comprendre le rôle de KLM dans le marché néerlandais, mais aussi européen et surtout mondial. À ce jour, la Koninklijk Luchtvaartmaatschappij, ou Royal Dutch Airlines, dont vous connaissez sûrement le nom mieux en anglais, c'est 166 appareils qui desservent 136 destinations dans le monde et qui transportent près de 35 millions de passagers annuellement. Avant de vous parler de l'histoire pure de KLM et pour vous permettre de mieux comprendre de quoi il s'agit, je vais vous dire quelques mots sur le cadre dans lequel la compagnie évolue. En 1919, les Pays-Bas sont peuplés de 10 millions d'habitants. C'est une monarchie constitutionnelle qui a à sa tête la reine Wilhelmina. À la fin de la Première Guerre mondiale, les Pays-Bas mènent une politique économique conservatrice, ils ne veulent prendre aucun risque en faisant des investissements. Mais, comme nous le voyons sur cette carte, les Pays-Bas c'est un tout petit pays, environ 15 fois plus petit que la France. Heureusement, le Royaume des Pays-Bas possède un empire colonial conséquent. Il est administré par les compagnies néerlandaises des Indes orientales et occidentales. Nous trouvons des territoires comme l'Indonésie, le Suriname ou encore la colonie du Cap. Depuis le XVIIe siècle, ces destinations sont reliées par bateau. Mais, en 1919, lorsqu'Albert Plesman, duquel nous parlerons plus tard, propose l'idée de construction d'une compagnie aérienne, le gouvernement exige que celle-ci puisse desservir l'empire colonial plus rapidement que les navires. Durant cette étude, j'ai cherché à comprendre comment la compagnie aérienne néerlandaise KLM avait traversé ces 100 dernières années. Pour tenter d'y répondre, nous allons nous concentrer dans un premier temps sur KLM de 1919 à la veille de la Seconde Guerre mondiale à travers la création de la compagnie, le début du service commercial et l'ouverture vers un monde plus lointain. Puis, nous allons nous intéresser à la période d'effondrement et de reconstruction en mettant KLM en lumière pendant la Seconde Guerre mondiale, puis dans l'immédiate après-guerre, puis nous parlerons de sa place dans l'âge d'or de l'aviation. Enfin, nous mettrons en avant l'aspect intemporel de la compagnie centenaire qui est néerlandaise avant tout, qui a choisi le bleu comme couleur emblématique et qui pendant son siècle d'existence a subi de nombreuses fluctuations économiques qui font partie aujourd'hui de son identité. KLM de 1919 à la Seconde Guerre mondiale. Le terme royal prend ici toute son importance puisque c'est précisément le statut qui fait de KLM ce qu'elle est, une compagnie aérienne royale. Le point de départ est une représentation aérienne, comme vous pouvez le voir sur la fiche ci-contre, à Amsterdam durant l'été 1919. La reine Wilhelmina décide de visiter l'exposition parce que l'un de ses secrétaires d'État lui avait appris qu'Albert Plesman, officier dans l'armée de l'air néerlandaise, avait évoqué la création d'une compagnie avec ses fonds privés. La reine comprend alors que si elle ne se rend pas en personne à cette exposition, elle ne pourra pas prendre part dans cette société. De plus, le gouvernement néerlandais s'était réuni quelques mois auparavant et avait conclu qu'il était nécessaire de créer une compagnie aérienne pour les Pays-Bas et les colonies. Visiblement, les deux parties étaient faits pour s'entendre puisque le gouvernement voulait investir pour en tirer des bénéfices et pouvoir imposer des conditions, et qu'Albert Plesman avait besoin de l'aide du gouvernement pour que sa compagnie obtienne le statut de compagnie porte-drapeau et donc une grande crédibilité. Durant sa visite, comme vous pouvez le voir sur l'image de droite, la reine est escortée par Albert Plesman qui lui présente les 51 appareils prévus pour l'occasion et qui lui parle également du survol d'Amsterdam. En effet, l'homme cherche à lui prouver l'intérêt des Néerlandais pour l'aviation, puisque le survol de la ville est vendu à 3265 personnes pour 40 florins par billet, ce qui est l'équivalent de 20 € actuels. Cela paraît peu, mais c'est un vol de 30 minutes qui est facturé presque le prix d'un salaire mensuel de 1919.
Comme vous pouvez le voir sur cette image, à la fin de votre vol, vous obteniez une photo souvenir et un certificat attestant que vous aviez effectué ce vol. À la fin du mois de septembre, le projet se concrétise. La reine fait savoir son intérêt d'engager le gouvernement néerlandais dans la nouvelle compagnie aérienne qui sera dirigée par Albert Plesman en personne. C'est ainsi que le 7 octobre 1919, la compagnie aérienne nationale néerlandaise pour les Pays-Bas et les colonies est créée avec un capital de 5,1 millions de florins, soit environ 2,3 millions d'euros. Le certificat ci-contre a été émis par un notaire de la ville de La Haye, au sud-ouest du pays. Bien que cela ne soit pas détaillé, l'État néerlandais a investi à hauteur de 1,2 million de florins dans le capital de départ. La création de cette compagnie aérienne, qui obtient immédiatement le statut de royale, prouve qu'il y a un lien fort entre la royauté et l'aérien, ce, dès 1919. Pour la petite anecdote, l'actuel roi des Pays-Bas, Willem-Alexander, dont j'ai mis la photo ici, est copilote pour KLM depuis 1996. Il est roi depuis 2013 et les Néerlandais ne l'ont appris qu'en 2017. Pour s'établir, la compagnie a besoin d'un aéroport qui lui servira de base. Le travail a été quelque peu mâché à Albert Plesman, puisqu'en 1916, le gouvernement avait chargé un militaire de trouver un terrain pour la construction d'un aérodrome. Il se rend dans des terres à proximité d'Amsterdam et achète à un fermier 12 hectares de terre en friche qui deviendront l'un des plus grands aéroports d'Europe, l'aéroport d'Amsterdam Schiphol. En 1919, comme nous le voyons sur la photo de droite, de nombreuses personnes viennent voir ce que propose KLM. En effet, sur le panneau se situant à droite de la photo, nous lisons Rondvluchten, qui signifie tour en avion. Cela attire des milliers de curieux. Ces vols, qui permettent de lancer les activités de la compagnie, fonctionnent vraiment bien. De nombreuses personnes ont envie de découvrir ce qu'est la sensation de voler, et ces tours en avion ont lieu dans plusieurs villes néerlandaises, ce qui permet à la compagnie de se faire connaître. Toutefois, une compagnie aérienne ne peut baser exclusivement ses déplacements sur des activités de tourisme, en tout cas ce n'était pas le projet initial, bien que cela ait duré facilement jusque dans les années 40. En parallèle, KLM se procure des appareils pour pouvoir commencer le service commercial tel que nous l'entendons. Ne voulant pas investir dans l'achat d'appareils tout de suite, il décide de louer des appareils à une société britannique. Ainsi, il se procure un 2 Havilland DH16 et 2 DH9. Le premier vol a lieu le 17 mai 1920 à bord du DH16 immatriculé en Angleterre Golf Echo Alpha Lima Uniform que vous voyez sur le diaporama. À bord, hormis le pilote Jerry Shaw, nous trouvons 2 journalistes et des lettres écrites par le maire de Londres à son homologue à Amsterdam. Le vol entre l'aéroport de Croydon, dont nous avons déjà parlé, et l'aéroport de Schiphol s'est passé sans aucun encombre. À la fin de l'année 1920, KLM avait transporté 440 passagers et 22 tonnes de fret. En 1921, ils décident de commencer un service aérien commercial régulier avec leurs propres pilotes et leurs propres appareils, à savoir des Fokker F2 et F3 que nous voyons à l'image. Ces avions, de conception néerlandaise puisqu'imaginés par Anthony Fokker et ses ingénieurs, ont longtemps été utilisés par la compagnie. Le dernier Fokker, le F-70, de conception plus récente et heureusement, a quitté la flotte en 2017. Toutefois, il y avait un problème avec ces appareils. Albert Plesman n'appréciait pas qu'ils soient construits sous licence en Allemagne. Rappelons quand même que l'avion du Baron Rouge, Manfred von Richthofen, avait été conçu par Anthony Fokker lui-même. Étant conscient que c'était de très bons appareils, Albert Plesman sollicita le gouvernement néerlandais pour qu'il finance une usine Fokker Nederland, et ce fut chose faite. Fokker se sépare donc de l'allemand Junkers et revient aux Pays-Bas. Pour revenir à KLM, le marché se développe aisément et les destinations deviennent plus nombreuses, comme nous le voyons sur ces affiches qui datent respectivement de 1921, 1928 et 1930. KLM s'étend vers de nombreuses villes, parmi lesquelles nous retrouvons Bruxelles, Paris, Londres, Stockholm, Copenhague ou encore Barcelone. KLM se pose un petit peu partout où il y a une piste, les Néerlandais voyagent beaucoup et profitent de cette nouvelle compagnie pour découvrir l'Europe. Mais KLM jouit aussi de la fréquentation d'étrangers qui se servent de l'aéroport de Schiphol comme d'un lieu d'escale avant d'aller plus loin. Évidemment, pour transporter tous ces passagers, il faut des pilotes, et chez KLM, ils sont vus comme de véritables héros. Nous en avons parlé à plusieurs reprises, dans des conférences sur les courses aériennes notamment. Les pilotes de KLM sont payés par la compagnie pour prendre part à ces courses, le but étant de construire une sorte de mythe autour de la figure du pilote qui réalise des activités audacieuses. En 1936, KLM emploie 57 pilotes pour assurer l'ensemble des opérations. Il y a un événement assez marquant dans l'histoire de KLM, il s'agit de l'introduction du personnel de cabine. En 1935, la compagnie recrute 3 hommes et 4 femmes pour travailler à l'intérieur des appareils. Directement, il y a une différence puisque les hommes qui postulaient devaient témoigner d'une expérience dans l'hôtellerie, tandis que les femmes devaient pouvoir assurer des soins infirmiers. L'ensemble du personnel de cabine devait parler néerlandais, français, anglais, allemand, couramment et sans aucun accent.
De plus, ils étaient tous soumis à des tests psychologiques approfondis. Les tâches qu'ils devaient accomplir à bord étaient variées. Ils devaient par exemple connaître l'itinéraire du vol, les hôtels autour de l'aéroport de destination, mais aussi servir les repas, s'occuper des enfants à bord et garder un œil sur l'état mental et physique des passagers afin de leur venir en aide en cas d'anxiété ou de mal de l'air. Sur la photo que nous voyons, un groupe de femmes apprend comment fonctionne un Fokker. Bien que cela n'ait pas l'air très sérieux ici, cela faisait partie de leur formation. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, KLM avait pour coutume de déployer les femmes sur le réseau européen et les hommes sur les longues destinations, puisqu'ils estimaient que les chances de panne mécanique étant plus nombreuses et les bagages plus lourds, les hommes pourraient plus facilement aider. En 1939, KLM emploie 22 hommes et 25 femmes. Il paraît aussi utile de signaler qu'avant la guerre, sur des vols très courts, on ne plaçait pas encore de personnel de cabine parce que c'est toujours le mécanicien qui s'occupait des passagers. Ainsi, toutes les 20 minutes, il se rendait en cabine et revenait à son poste initial. Le nom de la compagnie aérienne, qui rappelons-le était Compagnie aérienne royale pour les Pays-Bas et ses colonies, suggérait quand même qu'il ne fallait pas tarder à entreprendre des voyages vers les colonies. Nous l'avons vu lorsque je vous ai présenté la carte de l'Empire néerlandais dans les années 20, celui-ci est réellement étendu et surtout extrêmement lointain. Mais KLM ne s'effraie pas, et en 1923, le gouvernement forme un comité des voyages aériens des Indes orientales néerlandaises. Bien que nous ne disposions pas de beaucoup d'informations à ce propos, nous savons qu'il est chargé d'organiser et de financer le premier voyage vers les Indes orientales néerlandaises et que KLM dispose de l'exclusivité d'exploitation. Le 1er octobre 1924, un équipage de 3 hommes a décollé de l'aéroport d'Amsterdam Schiphol à bord du nouveau Fokker F-7 pour aller à Batavia, dans les Indes néerlandaises. Batavia qui est aujourd'hui la ville de Jakarta. Victimes d'une panne en Bulgarie, ils doivent effectuer des réparations qui leur prennent environ 1 mois avant de pouvoir repartir. Ils arrivent donc le 24 novembre 1924 à Batavia. L'appareil, immatriculé Hôtel Novembre Alpha Charlie Charlie, et son équipage sont accueillis par une foule de personnes, comme vous pouvez le voir sur la photo de droite. C'est une véritable prouesse technique et surtout le début de nombreux voyages par les airs vers les Indes néerlandaises. Les vols suivants se feront exclusivement avec du courrier. KLM ne veut pas établir de ligne régulière tant qu'ils ne sont pas sûrs de pouvoir emmener leurs passagers à destination, le risque d'accident étant bien évidemment très élevé. En 1930, soit 6 ans après le premier vol, la compagnie propose enfin des vols réguliers entre Amsterdam et Batavia. Toutefois, l'idée ne s'arrête pas là et KLM a pour projet d'établir des liaisons entre les îles de l'archipel indonésien. Ils font bien des vols régionaux à l'intérieur des Pays-Bas, alors pourquoi pas le faire également dans les colonies? Pour ce faire, ils créent en juillet 1928 la CNILM, qui est la compagnie aérienne royale des Indes néerlandaises. Ce certificat est établi en bonne et due forme à Amsterdam, comme nous pouvons le voir sur la diapositive. Il y est précisé que c'est une filiale de la compagnie mère KLM. Cette ligne s'arrêtera de fonctionner en 1942, lorsque les Japonais envahiront les îles indonésiennes et détruiront les appareils. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, KLM emploie plus de 2000 personnes et possède 75 appareils pour assurer l'ensemble de ses opérations. De fait, et grâce à la CNILM, elle propose la plus longue ligne aérienne du marché. Cette affiche de 1933 permet de mettre en lumière les 14 350 km parcourus par la compagnie aérienne. Toutefois, les conditions prospères qu'a connues KLM pendant les 20 premières années de son existence vont entièrement disparaître lorsque l'Allemagne envahit les Pays-Bas, pourtant neutres, le 10 mai 1940. La compagnie va évidemment connaître quelques heures sombres, mais va réussir à se reconstruire, c'est ce que nous allons voir dans ce second moment. Nous allons donc parler maintenant de KLM, de l'effondrement à la reconstruction. Le fondateur et directeur de KLM, Albert Plessman, ne croyait pas vraiment qu'une guerre pouvait se déclencher. Il ne prend donc aucune mesure particulière en amont. Toutefois, le gouvernement néerlandais, bien que neutre, ne voulait pas risquer de se faire piéger, ce qui a fini par arriver, et a donc appelé en 1939 des contingents plus importants de jeunes hommes à effectuer leur service militaire. KLM, par manque de pilotes, est obligé de suspendre les vols de son réseau domestique en 1939. Au niveau européen, ils maintiennent des destinations telles que l'Angleterre, la Belgique, le Danemark, la Norvège et la Suède, puisque ce sont les destinations les plus fréquentées. Mais, en septembre 1939, un DC-3 allant de Stockholm à Amsterdam est attaqué par un avion de chasse allemand. Les autorités allemandes diront plus tard que c'était un accident, même si l'on est en droit de douter de cette version. Quoi qu'il en soit, le capitaine aux commandes réussit à s'échapper en volant dans les nuages, mais le fuselage est criblé de balles et un passager est mort à bord. Après s'être posé sans encombre supplémentaire, l'appareil est réparé dans les hangars de maintenance de Schiphol, et pour éviter que ce genre d'incident ne se reproduise, KLM décide de peindre l'ensemble de la flotte en orange vif et d'écrire Hollande en lettres capitales, comme vous pouvez le voir sur la photo,
Ainsi, l'appareil attaqué, immatriculé Papa Hotel Alpha Sierra Mike, a arboré, comme tous les autres avions de la flotte, de nouvelles couleurs éclatantes. Comme nous le savons, l'offensive allemande continue et ils sont obligés de supprimer la plupart de leur ligne capitale. La ligne desservant les colonies, et notamment Batavia, est maintenue, mais au départ de Naples, en Italie. Elle va être supprimée quelques mois après, ce qui n'est pas simple pour les passagers et les équipages. Dans la nuit du 9 au 10 mai 1940, l'aéroport d'Amsterdam est bombardé par les Allemands. Au sol, l'aérogare est complètement détruit et de nombreux appareils sont inutilisables. Toutefois, dans les mois qui suivent, les pistes de l'aéroport sont utilisées par les Allemands pour leurs appareils. Ils occupent aussi un bâtiment qui est resté debout pour en faire une base militaire. En 1943, ce sont les Alliés qui bombardent Tripoli, et cette fois-ci, rien n'est épargné. Les Allemands ne peuvent plus l'utiliser, puisque même le bitume de la piste est ouvert par les ornières causées par les 1600 bombes qui ont été larguées. Pour ce qui est de KLM, elle a du mal à fonctionner en temps de guerre, surtout qu'Albert Plessmann a été emprisonné par les Allemands pour avoir aidé des Néerlandais à fuir. Pour éviter que les opérations ne cessent totalement, le directeur de KLM s'est entendu avec celui de la compagnie aérienne BOAC, la British Overseas Aircraft Company, située en Grande-Bretagne, pour continuer à opérer depuis l'Angleterre. Ainsi, il envoie plusieurs DC-2, 3 et 4 pour opérer. Ils utilisent des immatriculations anglaises et des numéros de vol de la BOAC pour bénéficier de la protection des Alliés. Les équipages et appareils de KLM font toujours la même route, à savoir Bristol, Porto, Londres. À bord, il y a également toujours un soldat britannique armé au cas où une attaque surviendrait. Le DC-3 que nous voyons sur cette image, et qui est immatriculé Golf Golf Alpha Bravo Bravo, est attaqué à 3 reprises entre novembre 1942 et juin 1943. La troisième fois, il est abattu par les Allemands et l'ensemble des occupants sont morts. À la fin de la guerre, de nombreux équipages de KLM convoient des DC-3 et des DC-4 dans les Indes orientales pour aider des réfugiés à fuir, alors que les Japonais sont en train d'envahir le territoire. Une fois libéré, Albert Plessmann comprend la nécessité de reprendre rapidement du service. En mai 1945, les Pays-Bas sont libérés par les Canadiens, et en septembre 1945, les Pays-Bas et l'Europe sont à nouveau desservis par des DC-3 et des DC-4, qui reviennent d'Angleterre et des colonies. Dans les années qui suivent, Schiphol est reconstruit et KLM achète de nombreux appareils tels que le DC-6 et le Lockheed Constellation que vous avez à l'image. La compagnie recrute 3 fois plus de personnel qu'avant la guerre et reconstruit son réseau. Naturellement, l'objectif est de dépasser les limites d'avant-guerre. KLM met le cap sur une destination phare, le Nouveau Monde. Mais, pour dépasser l'Atlantique, la complexité technique n'était pas réellement la première barrière. En vérité, il s'agissait d'obtenir une autorisation d'atterrissage sur le territoire américain, alors que les compagnies américaines s'y opposaient formellement. Le 21 mai 1946, le DC-4 immatriculé Papa Hotel Tango Alpha Romeo a décollé d'Amsterdam avec 44 passagers à son bord, des journalistes, des employés de KLM et un seul homme d'affaires. Après 25 heures et 30 minutes de voyage, dont 21 heures de vol avec 2 escales à Glasgow en Écosse et Gander au Canada, l'appareil se posait à New York. KLM fut ainsi la première compagnie européenne à opérer une ligne régulière vers les États-Unis, puisque les vols étaient quotidiens dès 1950. Avant 1950, tous les passagers avaient les mêmes sièges et bénéficiaient du même traitement. En 1952, KLM décide d'introduire la classe touriste et c'est un réel succès. Comme nous pouvons le voir sur la photo, il y a beaucoup de passagers regroupés devant l'appareil ce 1er mai 1952 qui symbolise la date du premier vol accueillant la classe touriste entre New York et Amsterdam. Il faut noter qu'en 1951, 340 000 personnes ont emprunté la route de l'Atlantique Nord, alors qu'en 1957, ils étaient 1 million, dont 770 000 en classe touriste. Le prix était 30% moins cher et comprend ce que nous connaissons aujourd'hui dans la plupart de nos classes économiques, à savoir une collation ou un repas selon le temps de vol, et un bagage de 20 kg, qui est compris dans de moins en moins de compagnies depuis l'arrivée des low-cost, je vous l'accorde. Les destinations desservies par KLM deviennent de plus en plus variées. En 1949, ils ouvrent une ligne jusqu'à Curaçao, avec des escales à Lisbonne, Dakar et Paramaribo, tandis qu'en 1958, ils ouvrent une ligne jusqu'à Tokyo, au Japon. Pour la petite anecdote, les équipages sont équipés d'armes au cas où ils rencontreraient des ours polaires pendant leur escale en Alaska. À la fin des années 1950, la compagnie a voulu rendre le voyage encore plus exceptionnel en décernant des certificats à des passagers qui avaient dépassé l'équateur ou encore le pôle Nord à bord d'un des avions de la compagnie aérienne KLM. Comme nous le voyons sur ces photos, les passagers pouvaient garder un souvenir éternel de leur voyage avec la compagnie. Comme nous l'avons déjà évoqué, KLM était cliente du Lockheed Constellation, véritable emblème des progrès d'après-guerre. La compagnie l'affectionnait particulièrement. Bien que KLM en ait exploité 48 au total, il faut savoir qu'au début des années 60, l'appareil est dépassé technologiquement et commence à prendre sa retraite.
Pour lui succéder, celui que vous avez donc à l'image, KLM fait confiance à un avionneur avec qui elle traite depuis 1934. L'américain Douglas lui propose le DC-8. Véritable emblème de la gamme des jets, il remplissait les critères de nombreuses compagnies aériennes. Opéré pendant plus de 25 ans par KLM, il permettait de voyager au-dessus de la météo, ce qui était plus économique et surtout moins dangereux. De plus, il offrait une réduction du bruit en cabine, ce qui a ravi les passagers pendant de longues heures de voyage. Dans les années qui ont suivi, Douglas a continué de proposer des appareils améliorés avec les DC-9 et les DC-10, comme nous le voyons sur ce tableau, dont je vous ai traduit les cellules puisqu'elles étaient en néerlandais. Chaque appareil a été utilisé pendant près de 20 ans par la compagnie. Elle les a déployés sur l'ensemble de ses lignes. Bien que suivant de très près les avancées technologiques proposées par les avionneurs, KLM ne s'intéresse guère à la recherche de la vitesse, raison pour laquelle elle reste en dehors du projet Concorde, bien qu'un temps intéressée. La compagnie comprend alors que l'enjeu est de réussir à transporter plus de passagers vers des destinations lointaines. Ainsi, nous comprenons pourquoi elle se tourne rapidement vers le Boeing 747. Celui-ci est encore en phase de conception chez l'avionneur américain Boeing lorsque la compagnie formule le souhait de s'en procurer. Le gouvernement néerlandais, toujours très présent dans la compagnie, est du même avis, ce qui explique qu'ils vont investir ensemble dans le projet. Toutefois, pour permettre au projet d'avoir une base plus rentable, KLM passe un contrat de maintenance des appareils avec la compagnie scandinave SAS et la compagnie suisse. Chacune de ces trois compagnies se partageront les tâches de l'entretien. En janvier 1971, KLM devenait le premier exploitant européen du Boeing 747-200. Le tout premier appareil, celui que vous avez à l'image, était immatriculé Papa Hotel Bravo Uniform Alpha et portait le nom de Mississippi. Il a opéré pour la compagnie jusqu'en 1989. Très fier de son nouvel appareil, la compagnie entrepose la cabine, que vous voyez sur le diaporama, dans l'un des couloirs de Schiphol afin que les passagers puissent l'essayer. À l'intérieur, il y a en permanence des hôtesses qui servent à boire pour montrer la courtoisie des hôtesses de KLM et surtout pour faire un gros coup de publicité. Durant les décennies qui ont suivi, KLM a exploité 56 Boeing 747. Elle en utilisait encore récemment. Il devait être retiré progressivement jusqu'en 2021, mais la crise du Covid qui passe par là a précipité la fin du jumbo. Le 747 a donc constitué pour KLM un investissement extrêmement rentable, mais il y a tout de même une grosse ombre au tableau. Le bilan de sécurité de la compagnie est excellent, jamais aucune malfaçon n'a été détectée, et d'ailleurs, l'accident dont je vais vous parler, qui a eu lieu en mars 1977, était le dernier accident mortel dans lequel la compagnie KLM ait été impliquée. De plus, l'appareil n'a présenté aucun problème particulier, il n'est absolument pas coupable de cette tragédie. Je ne vais pas vous raconter toute l'histoire qui s'est passée ce 27 mars 1977, mais il est important d'en dire quelques mots, puisque cet accident reste à ce jour la catastrophe aérienne la plus meurtrière de l'histoire de l'aviation, puisqu'elle a causé la mort de 583 personnes. Nous sommes donc le 27 mars 1977, sur l'aéroport de Tenerife, dans les îles Canaries. Le brouillard est épais et une succession d'erreurs conduisent à une collision entre un Boeing 747 de la Pan Am, une compagnie américaine, et un autre Boeing 747, cette fois-ci, de KLM. Comme vous pouvez le voir sur la reconstitution en haut, le choc se fait de plein fouet, tous les occupants du Boeing 747 de KLM sont tués puisque l'appareil fait une embardée et s'enflamme, tandis que 61 personnes survivent dans l'appareil de la Pan Am. Sur la photo du dessous, qui a été prise par les enquêteurs, nous voyons bien sûr l'étendue des dégâts. Dans ce second moment, nous avons ainsi vu comment la compagnie avait réussi à ne jamais s'interrompre totalement pendant le second conflit mondial, puis nous nous sommes intéressés à sa reconstruction d'après-guerre jusqu'à son inscription dans l'âge d'or de l'aviation. Bien que nous ayons fini sur le récit d'une tragédie, il est temps d'aller vers quelque chose de plus joyeux durant cet ultime moment. Pour finir, nous allons parler de KLM intemporel à travers les permanences et les changements. Nous l'avons rappelé dans l'introduction, les Pays-Bas sont un tout petit pays dans lequel il vous faudra moins de 4 heures de voiture pour aller du nord au sud et qui est entièrement couvert par le réseau ferroviaire. KLM ne pouvait donc pas compter sur son réseau national, bien qu'un temps existant, mais qui a aujourd'hui complètement disparu, et heureusement pour des raisons écologiques évidentes. La compagnie, pour pouvoir survivre, devait donc s'ouvrir au monde, ce qu'elle a fait presque directement, sans pour autant renier ses origines. KLM, qui rappelons-le est l'acronyme de Koninklijk Luchtvaartmaatschappij, a décidé de simplifier les choses pour ses clients. Dans un premier temps, elle a changé la lettre IJ néerlandaise par le Y que nous connaissons, comme nous le voyons sur l'image du haut. Mais cela restait encore trop compliqué à prononcer pour les étrangers. Du coup, dans le milieu des années 20, elle écrira sur une face le nom en néerlandais et sur l'autre le nom en anglais. Toutefois, elle abandonne rapidement cela et fait écrire Royal Dutch Airlines, en anglais donc, à côté de son logo, comme sur ce Boeing 787-10 de la photo. Donner un nom anglais à la compagnie permettait de plus facilement le prononcer et surtout plus facilement s'en souvenir pour des clients qui aimeraient la recommander. Toutefois, pour contrebalancer, la compagnie décide de s'emparer d'une légende purement néerlandaise pour ne pas faire oublier ses origines.
Bien qu'il soit un fantôme pirate condamné à errer dans une sorte de lévitation fantomatique dans les mers et océans, de Vliegend Hollander, le Hollandais volant, est utilisé pour symboliser leurs appareils qui sillonnent le ciel au-dessus des mers et des océans. Comme nous le voyons sur la fiche de droite, KLM utilise le symbole du Hollandais volant comme emblème pour sa publicité. Aussi, et comme pour le nom de la compagnie, le nom a été écrit en anglais, de Flying Dutchman, et en néerlandais, de Vliegend Hollander, sur chaque face pendant longtemps, comme nous le voyons sur ces deux faces de Lockheed Constellation. Aujourd'hui, le nom néerlandais a complètement disparu, mais il reste écrit en tout petit, j'espère que vous le verrez, en dessous de l'immatriculation de tous les appareils de la flotte en anglais, de Flying Dutchman. Il y a d'autres choses qui symbolisent les Pays-Bas et il s'agit évidemment des tulipes et des moulins. Bien que ces visions soient purement stéréotypées, elles sont utilisées allègrement par la compagnie aérienne qui veut rappeler qu'elle vient d'un pays qui est beau, agréable à vivre et surtout très touristique. Sans compter sur l'expédition à l'échelle mondiale des tulipes produites chaque année par centaines de tonnes aux Pays-Bas et expédiées dans des appareils de KLM. Enfin, et sans faire un cours d'histoire approfondie sur les dynasties européennes, la couleur nationale des Pays-Bas, c'est le orange. Il nous a été hérité au XVIe siècle de Guillaume de Nassau, le duc d'Orange. En 1919, lors de la création de la compagnie, il n'était pas du goût de tout le monde d'afficher un orange criard pour le logo et pour les livrets d'appareils, mais de nombreuses décennies se sont écoulées, et aujourd'hui, KLM, pour honorer sa couleur nationale, a décidé de dévoiler le jour de l'anniversaire du roi, de Konings Star, en 2015, une livrée spéciale appelée Orange Pride Livery, c'est, comme vous pouvez le voir ici, une livrée d'un orange frappant qui a été peinte sur l'un des 777-300 de la compagnie. Toutefois, et comme le montre si bien le fond de mon diaporama puisque je me suis attachée à employer la teinte réelle du logo, la couleur de prédilection de KLM, c'est le bleu. Il faut savoir que cette couleur, présente depuis toujours dans la compagnie, est traduite par les employés de KLM comme une véritable identité. On parle de blauw gevoel, de sentiment bleu donc. Bien que nous n'ayons aucune explication formelle sur la raison de ce choix, il paraît assez évident que KLM l'ait choisi parce qu'il symbolise l'aérien avec le ciel. Nous pouvons légitimement supposer qu'il le rapporte également à l'évasion et au rêve. Ce sentiment est transmis aux passagers de différentes façons. D'une part, les livrets d'appareils ont toujours comporté des bandes bleues, jusqu'à devenir en 1991 presque entièrement bleues, comme sur l'image de ce 737. Pour la compagnie, il fallait une couleur identifiable et mémorable. Le bleu KLM se retrouve aussi sur les uniformes du personnel de cabine. Celui que vous avez à gauche a été introduit en 1971 et a été pensé pour inspirer confiance aux passagers qui volaient à bord des appareils. Il a de nombreuses fois été critiqué pour sa simplicité, mais fait quand même office d'autorité puisque l'on reconnaît les hôtesses KLM aisément dans tous les aéroports du monde. Rappelons que celui-ci remplace l'uniforme noir, en service depuis 1935 et que vous avez sur la photo de droite. Il était utilisé durant de nombreuses années et n'inspirait pas vraiment ni gaieté ni confiance. Forte de son identité culturelle, nous comprenons la part sociale qu'intègre KLM dans le développement de sa stratégie économique. Bien que je ne sois pas économiste, il paraissait important de comprendre comment la compagnie avait réussi à traverser un siècle d'histoire, malgré les différentes crises économiques qui sont passées par là. Le premier indicateur que j'ai décidé d'exploiter est le nombre d'employés de la compagnie. Celui-ci est extrêmement bien renseigné, puisque nous avons un graphique qui recense le nombre d'employés entre 1920 et 2017, soit presque un siècle. Ainsi, en corrélation avec ce que nous disent les mémoires d'Albert Plessman, nous voyons qu'en 1929, la compagnie est contrainte de licencier des employés, faute de moyens. En 1930, 424 personnes travaillaient pour KLM. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, ce nombre était 5 fois plus élevé. Malheureusement, la guerre a éclaté et après avoir reçu 2 mois de salaire, 1400 employés ont dû être licenciés. Après la guerre, les besoins de KLM repartent et la boîte emploie en 1948 14 000 personnes. Nous remarquons une légère baisse du nombre d'employés entre 1964 et 1965, qui sont en réalité des années pendant lesquelles KLM a beaucoup d'employés qui atteignent l'âge de la retraite, et ils ne sont pas remplacés parce qu'il n'y en a pas nécessairement besoin. Dans les années qui suivent, on remarque que la croissance est plutôt régulière, hormis 2 vagues de licenciements en 1996 et en 2009. Pour expliquer le premier pic de licenciement, il faut remonter à l'absorption d'Air UK par KLM, qui crée KLM UK, une toute petite compagnie qui a disparu quelques années plus tard. 1000 postes sont supprimés parce qu'ils n'étaient pas nécessaires au fonctionnement de la compagnie. La deuxième vague, pendant laquelle 5000 postes ont été supprimés, résulte de la crise économique de 2008 qui a fait souffrir l'ensemble de l'économie mondiale. Si l'on approche uniquement des marqueurs économiques, ils n'identifient pas exactement le même phénomène. Le graphique que je vous propose à présent nous indique une profonde récession entre 1991 et 1994, ce qui correspond à des investissements réalisés par la compagnie et qui peinent à être rentables. Après,
Les années sont bonnes jusqu'en 2001, où une double crise éclate. Premièrement, les attentats du 11 septembre provoquent une perte de 20% du trafic de KLM, la part qui est tournée vers les USA. Puis, en 2002, le ciel européen s'ouvre à la concurrence, ce qui provoque une perte de compétitivité considérable pour les compagnies porte-drapeaux dites traditionnelles. C'est une crise sur laquelle je ne vais pas m'appesantir puisqu'elle mériterait une étude précise de la part d'un économiste. Elle va donc aboutir à la création du consortium Air France-KLM qui a sauvé KLM de la faillite en 2004. Aujourd'hui, avec la crise du Covid-19, KLM perd énormément d'argent chaque jour, mais n'a pas encore annoncé que ses jours étaient en danger. Après 100 ans d'histoire, ce serait dommage que cela s'arrête ainsi. Dans cette étude, je me suis employée à essayer de décrire l'histoire de KLM depuis sa création en 1919 jusqu'à sa fusion avec Air France en 2004. Tout l'enjeu de l'étude était de trouver un angle d'attaque qui vous permettrait de comprendre la création et le développement d'une compagnie aérienne qui a survécu à toutes celles qui ont disparu durant ce siècle. J'espère que tout était clair pour vous, mais si toutefois vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Au revoir! La vidéo est à présent terminée, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner et de la partager sur les réseaux sociaux. Au revoir.